Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est cette conversation à trois voix avec notre invitée. Vous la connaissez certainement comme actrice quand elle joue une commissaire dans Les Misérables, la marquise d'Espard dans Les Illusions perdues ou encore une comédienne qui interprète Barbara la chanteuse. Mais savez-vous que notre invitée chante? Elle nous livre un troisième album intime en guise de point final à une grande histoire d'amour. 13 chansons pour lesquelles elle a pris elle-même la plume et trouvé à chaque fois une voix pour les interpréter. Bonjour Jeanne Balibar. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Dans ce troisième album, Jeanne Balibar, vous nous plongez en quelque sorte dans votre quotidien, dans une forme de quotidien. Alors ma première question est très terre à terre. Est-ce que vous consultez encore les réseaux sociaux ? Alors, qu'est-ce que vous... Si consulter, vous voulez dire... Est-ce que vous y prêtez encore attention ? Ouais. Je lis, oui. Je lis le fil. Parce que c'est bien quand même pour s'informer. Je publie plus tellement, j'avoue. Pendant le confinement, j'avais un peu été prise par cette affaire-là, comme beaucoup de gens sans doute, par enfermement. Et puis... récemment, j'ai perdu quelqu'un de très proche et tout d'un coup, je me suis dit, qui était quelqu'un d'assez connu, l'écrivain Pierre Alféry. Et je me suis dit, je vais pas mettre une photo de Pierre, en fait. C'est quoi ce truc? Ça m'a fait un choc. Enfin, en tout cas, je me suis dit non, mais ce mélange des genres, là, l'intime et le public, ça me va pas, en fait. Et puis j'avoue que ces jours-ci aussi, avec ce qui se passe dans le monde, j'ai aussi un gros souci avec le mélange des genres et l'exposition des opinions. Pourquoi ça me fait ça maintenant? Je sais pas. Mais sans doute, voilà, ces deux événements les uns derrière les autres. Après, vous me posez la question à cause de la chanson dans laquelle je parle de ce qu'on m'a envoyé sur les réseaux. Chanson qui s'appelle Diva Bobo, donc dans cet album D'ici là tout l'été, qui fait donc référence à ces messages que vous avez reçus sur ces réseaux sociaux qui ne sont pas toujours des messages très sympathiques. Non, mais à vrai dire, ça me fait un peu rire, en fait. Je ne suis pas victime de haters au point où ça soit vraiment traumatisant. Donc, c'est juste grotesque. Vous êtes une diva à la noix de coco, une vieille junkie bobo, ça c'est les paroles que vous avez écrites. Mais c'est ça aussi, cet album, c'est... c'est ce qu'on m'a écrit. C'est ce qu'on vous a écrit. Et c'est cette idée de vous emparer de ce qui vous entoure, en tout cas pour l'écriture de ce troisième album. Oui, un album, c'est toujours, je crois, un peu, surtout quand on écrit soi-même les textes, une photographie d'un moment. Donc, c'est une photographie de ce moment où, avec Léa, on avait des choses à raconter. Avec Léa Vincent, qui a composé les musiques, on avait, et qui sera sur scène avec moi, on avait des choses à se raconter aussi l'une à l'autre et à raconter à travers ce dialogue. Je t'aime et je regarde les étoiles avec toi. Je t'aime, c'est la tuile, ma catastrophe à moi. Je t'aime et je tutoie les sommets avec toi. Mais si je n'y prends garde, je vais me perdre moi. Ne m'apostrophe pas trop tôt. Catastrophe, c'est chaud ce mot. C'est peut-être trop beau sous l'eau. De l'amour, de la mer, de ton flot. Au lieu de l'océan, des amants, ta mer d'huile, au loin, toutes leurs vallées variées. Ici le soir, mon amour, notre tour d'ivoire. Je t'aime, c'est la tuile. Jeanne Balibar, extrait de ce troisième album D'ici là tout l'été. Puisqu'il faut bien le dire, cet album, il est
beaucoup question d'amour dans cet album, et notamment de la fin d'Histoire d'amour. Comment on décide d'écrire sur une blessure, en fait? Je crois qu'on décide pas, on est obligé. C'est ça qui vient. Et puis on se dit que toutes les, enfin moi les œuvres que j'aime, c'est ça, c'est les œuvres qui appellent au secours, de façon enfin peut-être pas articulée, pas forcément, mais en tout cas décalée. Mais j'aime les choses ou bien résolument tragiques, ou bien ironiques, ou bien comiques, mais qui ont un fond d'appel au secours. Ouais, je crois que. Mais les ruptures, c'est un peu ça, en fait. C'est tragique, ironique, un appel au secours. Oui, et en même temps, les ruptures, finalement, c'est parfois moins définitif que ce qu'on croit. Ah, mais ça, c'est le pire, le réchauffé, non? Ah non, je parle pas du réchauffé, justement. Je parle En fait, moi, je me rends compte qu'avec avec le temps, je me rends compte qu'au fond, moi, je suis polygame, quoi, c'est sûr, hein. Je veux dire, les choses, les histoires d'amour, elles se continuent, en fait. Je me souviens, j'avais lu, là, au moment de la mort de Godard, une phrase de lui qui disait l'amour, ça s'arrête jamais. Si ça s'arrête, c'est que ça n'en était pas. Je trouve que c'est très vrai. Mais après, ça continue sous plein d'autres formes et de façon parallèle, peut-être. Mais comment vous Enfin, il y a ce moment de la rupture, oui, où on se dit, bon, bah, cette affaire telle qu'on l'avait imaginée, elle va pas continuer comme ça, quoi. Comment vous expliquez que les trois quarts des chansons, enfin, j'ai pas fait de statistiques, portent justement sur la rupture? Qu'est-ce qui fait que la rupture d'amour, qu'elle se finisse ou pas vraiment, ça suscite ce besoin d'en parler et pas qu'avec ses amis ou avec soi-même, vraiment en fait presque d'être exposé, d'être dit à tout le monde? Bah, je sais pas, en même temps, votre question, ça me fait penser que les débuts de l'amour ont aussi besoin d'être dits beaucoup. D'ailleurs, moi, c'est ce que je dis dans cette chanson-là qu'on vient d'écouter. Je le sens, je le crie sur les toits, mais aussi dans une autre, enfin celle qui donne son titre au disque, D'ici là tout l'été. Mais si vous pensez La vie en rose, tout ça, c'est l'entrée et la sortie dans cette affaire-là, quoi, qu'on a envie de partager. Je sais pas pourquoi, parce que ça vous définit. Il y a ça, c'est Proust qui dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai avec mes citations, voilà, ça aujourd'hui, c'est parce que je suis à France Culture. On veut que de la citation, une citation par réponse. Par réponse, c'est un jeu. Non, mais quand on change d'amoureux, on change de personnalité, d'identité, etc. C'est peut-être ça qu'on a envie de dire aussi. Je suis plus la même personne, tout d'un coup. C'est pas la première fois que vous chantez, donc il y a eu 2 albums avant celui-ci. Ce 3e album, c'est aussi, vous l'avez dit, une rencontre avec Cléa Vincent, une chanteuse-compositrice. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre en réalité? Qu'est-ce qui a fait que ça vous a donné envie d'écrire, de raconter? C'est vraiment cette rencontre entre 2 personnes? Oui, alors juste, en fait, c'est pas mon 3e album, c'est mon 5e, mais il y en a les numéros 3 et 4, ils sont pas sortis parce que j'avais fait un truc complètement dingo, expérimental, que j'ai jamais cherché à sortir Vous n'avez pas osé? en maison de disques. C'est pas que j'ai pas osé, c'est que je savais que ce serait pas possible, quoi. C'était trop dingue. Et ça s'appelait Les Tronomètres. Et après, j'ai fait un autre album qui s'appelle Bali Bazar et qui est parti dans une espèce de faillite du producteur, mais que j'espère sortir en inédit un jour. Et donc là, bah, mon manager m'a dit, bon, faut oublier cette histoire du disque qui sort pas, on verra. Et mon tourneur, ils m'ont dit, rencontre Cléa Vincent, vous allez bien vous entendre. Moi, j'ai dit, yes, mais peut-être on peut faire un petit essai quand même d'abord avant de se lancer. Donc on s'est rencontrés et en 3 jours c'était parti. On avait, on faisait un ping-pong de dingue, quoi. C'est-à-dire moi je lui apportais un bout de texte et des fois un petit là là là, et immédiatement elle transformait ça en une structure de couplet puis de refrain, et comme ça j'avançais sur le texte et on a été hyper vite, hein. Je crois qu'on a fait 10 chansons en une semaine. Après, Ah on en ouais? a fait 3 autres, ouais. Mmh. Ça veut dire... Ouais, c'était un feu d'artifice, notre rencontre.
Ça veut dire que vous aviez déjà des textes un peu sous la main? J'avais des bouts, ouais, j'avais des bouts de texte, ouais. Mais je pense que ça nous a beaucoup excités de travailler, moi avec une femme qui avait 20 ans de moins que moi et elle, l'inverse, parce qu'elle venait d'avoir un bébé. Je sais pas, il y avait un truc qui nous avait beaucoup, beaucoup exalté de se parler entre filles. Est-ce qu'elle est venue rééquilibrer des choses? On a l'impression, quand on parle de rupture, de fin de l'amour, de quelque chose d'assez sombre, d'assez triste. Est-ce que, par exemple, elle est venue, elle, rééquilibrer quelque chose dans votre écriture, dans ses chansons? Ou comment s'est passé ce travail à deux? Parce que c'est pas facile, vous racontez des choses intimes, votre quotidien, des choses que vous avez vues. Donc comment on arrive à faire une forme de symbiose, de travail en commun? Bah, je crois qu'on se rencontrait aussi autour de ce projet-là, c'est-à-dire la pop élastique de Cléa Vincent, comme dit Philippe Catherine. Une citation. Citation. Oui, citation. C'était Philippe ça. Catherine au même niveau que Proust, hein. On le voit Ah bien. oui, absolument. Alors ça, c'est bien certain. C'était ça qu'il me fallait, moi, pour pouvoir parler de choses aussi intimes, éventuellement douloureuses. Mais pas seulement, d'ailleurs, il y a aussi des choses plus légères, comme dans Joyeusement banal, etc. Après, c'est jamais totalement, totalement léger, parce qu'il y a toujours un petit côté un peu menacé dans le bonheur, en tout cas, je crois, dans les chansons même les plus heureuses. Et puis, il y a des chansons qui sont carrément des protest songs dans ce disque. Enfin, il y en a 2 qui sont comme ça. Mais pour contrebalancer ce sérieux ou le danger de la trop grande pesanteur, c'était aussi pour ça que j'avais envie d'aller vers Cléa. Et je pense que c'est ce qu'avaient saisi les gens qui nous ont fait nous rencontrer. Et que c'est ce truc-là qui a permis aussi de dire des choses plus intimes. C'est aussi que ce soit dans le cadre contradictoire du genre de musique qu'elle affectionne, qu'elle pratique. Vous, vous l'avez dit, Jeanne Balibar, un de vos albums était trop barré pour pouvoir sortir. Est-ce que avec un album comme celui-ci, vous avez l'impression d'être un peu trop sage, un peu trop structuré, qu'en fait, ça peut se vendre, on peut l'écouter, mais que vous avez renoncé à une part de folie ou de structure un peu trop barrée, quoi? Oh non, non, pas du tout. J'ai pas du tout. Non, non, c'est juste que la, 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 la très grande fantaisie, on peut l'appliquer à des formes plus ou moins mainstream, on va dire. Et tout. Et moi, j'aime tout. C'est-à-dire, j'aime autant des formes qui sont plus des topos, pour parler comme Aristote. Non, je rigole. Citation. Non, c'est pas vrai, elle vient de l'inventer. Non. Par contre, il parle vraiment de topos. Non, je rigole. Non, mais c'est vraiment il y a des formes qui sont plus usuelles, et puis il y a des formes qui sont vraiment totalement ovniesques. Donc moi, les Tronomètres, c'était un truc que j'avais fait avec mon logiciel de GarageBand, que je triturais dans ma chambre des citadines à 1h du matin en rentrant de tournée après avoir fumé un pétard. Cette forme-là, clairement, n'était pas vendable. Mais c'est pas pour autant que la fantaisie peut pas s'exprimer dans des formes plus usuelles. Ça, j'y crois absolument, et c'est pas du tout un renoncement, c'est une exploration, au contraire. Ouais, je suis June Biloba, je suis John Billabor, je suis Jean Babylone. Je me suis séparée du reste de la société. Des mains expertes me caressent les pommettes et les fesses. Soin de mon capital jeunesse au service de
mélodie qui va vous rester dans la tête tout au long de cette journée. Extrait de cet album D'ici là tout l'été, Jeanne Balibar. Titre intitulé June Bilobar. Qui est cette June Bilobar? Ah là là, June Bilobar, elle est très très présente vraiment en moi là ces temps-ci. Je vais commencer le show en fait par cette chanson en scène. Hein. Parce que quand j'ai écrit cette chanson, je me suis dit ouais. En fait, June Bilobar au départ c'était une sorte de double. Je me disais il faudrait faire des vidéos de June Bilobar. Espèce de pétasse qui habite dans mon appartement, qui habite dans ma vie et qui pense à rien et qui est un peu décérébré. Et voilà, et j'avais plein d'idées de super vidéos de June Bilobar. Après, c'était assez trop une machine. Enfin, j'ai toujours eu la flemme de faire ces vidéos. Et donc, quand on a commencé l'écriture du disque, je me suis dit, tiens, mais June Bilobar pourrait avoir sa chanson. Je dois vous dire que ces jours-ci, je pense beaucoup à June Bilobar parce que je me dis, bah là, dans ce moment d'horreur mondiale, de mort, de terreur, de désespoir face aux morts déjà morts et à venir au Proche-Orient. C'est un vrai luxe, June Bilobar, qui peut faire tralala avec une petite voix et faire un petit massage et profiter de la vie. Et ça me perturbe beaucoup parce que à la fin de la chanson, je disais, quand on l'a écrit, il faut se réveiller de ce cauchemar, c'est-à-dire ce cauchemar de l'inconscience. Ces jours-ci, je me dis, quand on se réveille du cauchemar de l'inconscience, c'est pour tomber dans un cauchemar pire encore. Hein. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est June Bilobar qui va ouvrir le spectacle et que je suis perturbée de ce compagnonnage. Mais vous l'abandonnez pas? Non, je l'abandonne pas, au contraire. C'est juste que... Ouais. Bah, en fait, c'est ce que j'essaye de faire dans mes chansons, c'est-à-dire de faire un objet à la fois contradictoire, un peu indéchiffrable, ou du moins avec des significations. Une chanson, ça peut être ça, même si c'est pas trop explicité, un espèce de nœud de contradiction. Un mystère? Ouais, un mystère. Moi, j'ai un peu essayé de faire ça dans toutes les chansons. Quand il n'y a pas de contradiction, ça m'intéresse pas tellement les objets. Mais la contradiction avec quoi? Avec vous? Intérieur Voilà. au texte, intérieur à l'objet lui-même. C'est-à-dire qu'on ne comprenne pas le personnage dont il est question, où ça va, ou même avec vos qu'on puisse idées. pas en expliquer ou en expliciter tous les fils. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Si on a un peu l'ambition de faire une œuvre d'art, bon, c'est qu'il y a quelque chose d'indicible. C'est la comme dirait Roland Barthes. Non, c'est pas vrai. Si, Non. j'imagine que Roland Barthes a bien dû prononcer ce mot quand même. Non, enfin, je pense que c'est plutôt Freud le symptôme, que l'œuvre est un symptôme. Mais en même temps, quand on écrit une chanson, Jeanne Balibar... Je sais pas pourquoi je prends c'est la première fois que je viens à France Culture de ma vie, je crois. Ah ouais? Pour ça, je Ça, me vous crois croyez que obligée ça fait cet effet-là? de réquisitionner tous mes En même temps, ça souvenirs. semble assez naturel Tous mes quand vous le souvenirs faites. scolaires. En même temps, quand vous écrivez une chanson, Jeanne Balibar, vous vous dites pas je vais mettre plusieurs couches d'interprétation. Il y a quelque chose de spontané. Ah bah qui oui, non se mais fait. tout est spontané. C'est juste que après, je me dis, tiens, là, je vais rajouter un petit côté comme ça. Tiens, j'aime bien ce truc-là, ça tient la route parce que c'est bizarroïde, parce que c'est Ah, vous cherchez ça. contradictoire. Vous cherchez la contradiction, vous cherchez le bizarre. Mais je sais pas si je cherche le bizarre parce que en même temps, comme disait ma grand-mère, il y a un Citation. idéal de simplicité qui est quelque chose que je trouve vraiment magnifique en art, mais je vais peut-être un peu trop vers le bizarre, moi, spontanément. Mais je cherche quelque chose qui soit pas complètement explicite, quoi. Ça, c'est sûr. Ou explicable. Donc, par exemple, vous pouvez écrire quelque chose de très simple comme ça et vous allez le compliquer par des sons, par des tournures,
après? Oui, par exemple, dans la chanson Joyeusement banale, c'est exactement ça qu'on a fait. On a dit, on va faire une petite chanson. Sympathique. Ici, c'est normal, complètement normal. Et puis après, il y a Arnaud Robotini qui a fait cette piste de son totalement bizarroïde. Et moi, je voulais ça depuis le début, puisque la fin de la chanson, c'est... bref, il ne se passerait pas grand-chose dans le monde. Et on pourrait écrire dans son carnet rose le mot rien avant la nuit. C'est ce que Louis XVI a écrit dans son journal le 13 juillet 1789. C'était dans ma tête. Après, je m'en fous si les gens ils le savent ou pas, mais on s'en fout. Mais par contre, il y a ces sons d'Arnaud qui viennent compliquer la perception de tralala, on va encore au cinéma. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai écrit cette chanson aussi en me disant vraiment clairement, ici à Paris, on va prendre un café, on va au cinéma, etc. Et ailleurs, c'est pas comme ça, pas partout. Arnaud Robotini, qui est donc compositeur de musique électronique, qui a co-réalisé cet album avec vous et avec Cléa Vincent et Clémence Lam pour les arrangements. Il y a aussi, puisqu'on a cité June Bilobar, plusieurs personnages dans cet album. Il y a 13 titres et à chaque fois un nouveau personnage qui chante, une voix différente. Comment vous avez imaginé ces 13 titres différents ? Bon, en fait, j'ai pas imaginé à l'avance, hein, ça s'est fait tout seul. D'abord, c'est vrai que Cléa, du coup, musicalement, m'emmenait vers une autre voix que celle de Par amour, mon premier album. Mais ça, c'est normal, c'est chaque compositeur, je pense, vous emmène vers une autre voix. Ou en tout cas, moi, ce qui m'intéresse en général dans la vie, et c'est pareil au cinéma et c'est pareil au théâtre, c'est d'explorer quelle voix va sortir de moi dans le dialogue avec tel réalisateur ou tel metteur en scène ou telle réalisatrice ou metteuse en scène, compositeur, compositrice. J'aime bien écouter ce qui va sortir littéralement écouter quelle voix va sortir de moi si on me met en contact avec cette personne en face. Et c'est toujours une voix différente. Donc c'est normal. Et là, par exemple, pour la scène, pour les concerts, je remets quelques chansons des 2 albums précédents. Et c'est frappant de voir à quel point c'est une voix différente par auteur, ça c'est sûr. Hein. Et puis par chanson aussi, parce que chaque histoire fait arriver une facette de soi. Là, par exemple, dans ce studio de radio, c'est quelle voix de Jeanne Balibar qui nous parle ? Je sais pas, c'est celle c'est celle qui sort des ondes de vos 2 corps. Parce que j'ai toute une tas de théories sur la question. Ah bah oui, allez-y, dites-nous. dites-nous. On va savoir. Non, mais en fait, je pense que c'est la matérialité des voix elles-mêmes qui modifie le corps de l'autre. Je me souviens de m'être fait cette réflexion en voyant un documentaire il y a très longtemps sur Patrice Chéreau qui dirigeait Pascal Grégory dans Combat de nègres et de chiens. Et en voyant ce documentaire, je me disais, mais c'est dingue. C'est pas ce qu'il lui dit qui modifie la voix, l'interprétation, l'âme de Pascal Grégory dans le personnage, dans le rôle ou sur la scène. C'est vraiment le son de sa voix, la matérialité des ondes qu'il lui envoie. C'est une théorie complètement fantaisiste. Hein, et ensuite, j'ai remarqué ça, moi, dans le travail. C'est-à-dire que c'est vraiment, si vous voulez, si vous recevez les ondes qui sortent du corps d'Apichat Ponguera-Setacul, c'est pas les mêmes que celles qui sortent du corps de Laurence Ferreira Barbosa ou de je sais pas, et c'est pareil pour les partenaires. Et moi, je pense que c'est comme les courants d'air, une brise, c'est pas la même chose qu'un ouragan, ou les courants d'eau dans la mer, et que c'est ça qui modifie le corps, le mien, enfin le corps qui est en face. Ça veut dire quoi, modifier le corps? Mais votre manière d'être, parce que ma même voix, elle provient d'une... Quand elle se modifie, c'est parce que c'est mon corps qui se modifie. Mais ça, c'est ma fantasmagorie. C'est pas... Je ne crois pas que les physiciens confirmeraient ce truc. Enfin, peut-être que si. Bah, peut-être. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
C'est précieux la vie, il y a des tas de choses à faire. Et je crois que si on me dit maintenant que je suis la grande comédienne, la plus grande, c'est certainement né de la vie. C'est la femme qui s'expose. Je ne suis pas Zerline, et Zerline n'est pas moi. Mais c'est certainement toutes les périodes que j'ai voulu garder en retrait. C'est pas toujours ce qu'on fait et qui est spectaculaire qui est le plus important dans une vie. Il y a des gens modestes dont on ne parle jamais et qui ont des vies infiniment riches. Et je pense que pour les gens qui se produisent devant les spectateurs, il est bon de garder le temps de s'enrichir, de vivre pour pouvoir donner correctement aux gens qui viennent vous voir. Puisqu'on parlait de voix, celle de Jeanne Moreau sur France Inter, c'était en 1986, Jeanne Balibar. Jeanne Moreau qui nous parle de ce personnage, de Zerline, dans le récit de La Servante Zerline, une pièce de Brock, mise en scène par Gruber en 1987. C'est l'une des pièces, c'est ce personnage-là qui vous a donné envie de monter sur scène ? Oui, enfin, c'est pas le personnage, c'est Jeanne Moreau. C'est ce spectacle de Gruber que j'ai eu la chance de voir. Donc en 86, j'avais 18 ans. Et oui, ça a été un déclic pour m'avouer à moi-même que je voulais faire ça, ce que je pense que je savais depuis longtemps, en fait, secrètement, mais pour que ça devienne quelque chose de conscient et de possible à dire. Ce spectacle au Bouffe du Nord a changé ma vie, oui, ça c'est sûr. Ouais. Jeanne Moreau, c'est aussi une comédienne qui chantait. Ouais. Il y en a d'autres qui vous ont inspiré, et je pense notamment à Delphine Seyrig. Si on en arrive aujourd'hui, dans votre carrière aussi, à vous recevoir comme comédienne et comme chanteuse, c'est parce qu'il y a eu des modèles aussi comme celle-là ? Alors dans ma vie à moi, oui. Mais Delphine Seyrig n'a pas tellement chanté. Je crois qu'elle était doublée dans les films de Demy. Mais enfin bon, je devais imaginer que c'était elle quand j'étais enfant qui Bah, on y chantait. croit quand même. Moi, j'y ai ouais. toujours Ouais. cru. Ouais. C'est une figure, en tout cas. C'est sûr. Puis elle a une voix particulière. Ah oui, Delphine oui, Seyrig. tout à fait, tout à fait. Alors moi, par exemple, j'ai un souvenir tout à fait vif d'avoir vu Anna Prucknall. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une actrice polonaise qui avait joué dans les films de Vajda, peut-être même de Godard, un peu. Je l'avais vue en concert au Théâtre de la Ville et je me souviens d'être passée à côté d'elle qui attendait en haut en tenant les murs comme ça. J'ai vu aussi les actrices de Strehler chanter à la fête de l'UMA. J'ai vu... c'est sûr que ça a beaucoup chanté. Puis les actrices américaines, Rita Hayworth, Marilyn, évidemment. Après, j'ai compris aussi que, en fait, je crois que c'est une invention du XXe siècle, la séparation entre les actrices, les chanteuses et tout. Au XVIIIe, au XIXe, c'est beaucoup plus le même métier avec plus de... Donc c'est aussi un moment historique dont je pense qu'on est un peu en train de sortir, hein, ce moment de la super spécialisation. Toi, t'es actrice de cinéma, toi, t'es actrice de théâtre, toi, t'es chanteuse, toi, tu voudrais être metteur en scène, mais t'as pas le droit parce que t'es une femme, etc. Je pense que ces assignations à domicile sont en train dans des cases comme ça. C'est un phénomène, il me semble, il faudrait qu'il y ait des historiens de l'art qui confirment. Moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est un truc très 20e siècle et que c'est en train de changer. Mais vous avez eu l'impression d'être empêché, vous, quand vous avez voulu chanter, qu'on vous disait tu sors de ton rôle, ou par exemple, quand vous êtes passé à la réalisation, tu sors de ton rôle d'actrice ? J'ai plutôt eu l'impression d'être empêchée dans mon imaginaire avant de le faire. Pas... c'est-à-dire ce truc de ne pas se sentir du tout légitime. Ça, je l'ai eu absolument partout, tout le temps. Et ça vient des personnes qui vous entourent, des milieux dans lesquels vous évoluez, ou d'une norme D'une espèce actuelle de norme dans laquelle j'ai grandi, quoi, dans les années 80. Je pense qu'on... Vous voyez, Catherine Ringer, par exemple, elle jouait la comédie, puis
elle s'affirme comme chanteuse, etc. Elle joue plus. Mm. Ou Marie Laforêt, elle joue plus tellement non plus. Ouais, un truc où bon, bah, faut un peu rester à sa place. Jeanne Moreau, elle a pas tellement chanté que ça, alors qu'elle aurait pu chanter plus. Elle a même pas été tellement mise en avant comme chanteuse, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le patrimoine de la chanson française. Bon, je pense que c'est lié à l'époque plutôt dans laquelle j'ai grandi. Alors vous allez monter sur scène, évidemment, notamment ce samedi à la Ferme du Buisson, c'est une scène nationale en Seine-et-Marne, pour ce premier concert où vous allez donc interpréter ce cinquième album, pardon, ce troisième album publié, pour être très précis, devant un public. Qu'est-ce que ça fait justement d'être devant son public, de se ressentir ces émotions-là aussi? Bon, alors moi, je prononce jamais la phrase mon public. Pour moi, c'est le public et je serais bien en peine de m'approprier ça. Ah bah moi, j'adore la scène, hein, donc bah, c'est tout à la fois, quoi. C'est ce trac atroce avant la première, avant les 2, 3 premières. Après, j'ai plus le trac, moi, mais les 3 premières fois en scène pour une pièce ou un projet, c'est vraiment le truc où je me dis: «Je comprends pourquoi Molière a écrit "Mais qu'allait-il faire dans cette galère", quoi». Il a dû se dire ça, moi, c'est le moment où je me dis: «Mais pourquoi? Mais pourquoi tu as choisi ce métier? Mais reste chez toi, disparais». J'ai horreur de ce moment avant les premières représentations et en même temps, j'adore bah, oui, la scène, c'est quelque chose de fantastique, donc c'est ça que vous me Oui, demandiez, c'est ça en que je vous fait? demandais. Je C'est la même chose quand vous jouez la comédie ou quand vous chantez? Pour vous, c'est la même réaction que vous avez ou c'est très différent? Oui, le théâtre et la chanson, c'est la même chose, oui, pour moi. C'est-à-dire, c'est la scène. C'est la différence, elle est avec la caméra, elle est pas avec, le contenu de ce que je fais sur la scène, quoi. Voilà. Vous allez aussi remonter sur scène pour danser. On a parlé du corps tout à l'heure. Vous vouliez être danseuse quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce qui... Je vais remonter sur scène pour danser? Vous n'avez pas remonté sur scène pour danser? Non, je viens de faire un film, dans lequel je jouais Ida Rubinstein, pour Anne Fontaine, le film Boléro sur Ravel. Ida Rubinstein, c'est elle qui a commandé le Boléro à Ravel et puis c'était une, danseuse étoile des ballets russes et ensuite mécène, qui a commandé beaucoup d'œuvres, du début du XXe siècle, très importantes et donc j'ai dû refaire de la danse après avoir arrêté pendant 30 ans pour ce film et c'était génial, j'ai adoré ça, mais je crois pas que Non, c'est moi qui me suis j'ai trompé voilà, alors. oui. C'est ça, exactement. Ouais, C'était ouais. pour la scène. Mais Bah sinon, on vous prévient en fait. que vous sinon, allez remonter sinon, sur je vous scène fais pour remonter, moi, danser. sur scène. La danse, comment on reprend comme ça, après des années sans danser, justement, quelque chose de très sportif, de très impliquant, de très engageant. Comment on se relance dans ce défi, presque? Est-ce qu'on se sent pas un peu rouillé? Bah, c'est-à-dire là, ça fait tellement longtemps que Mm. on peut plus se sentir rouillé, quoi. Et au-delà de la rouille. Ouais. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Anne Fontaine m'a fait passer une audition pour voir si j'étais capable de danser le rôle, s'il allait falloir me doubler pour les parties dansées. Et puis donc ils ont conclu que non, c'était pas la peine de me doubler. Mais j'ai fait un boulot pendant une semaine où j'étais toute seule. Et là, ça a aucun rapport avec la personne qui me faisait faire ce travail. Je me suis horriblement emmerdée. Et je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est chiant la danse! Mais oh merde, mais c'est archi chiant, mais j'avais oublié, mais voilà, c'est pour ça que ça doit être pour ça que j'ai arrêté». Puis alors on m'avait donné une vidéo pour que je m'entraîne pendant l'été. Je l'ai même pas ouverte la vidéo. Et puis, j'arrive à la rentrée, Anne me dit: «Bon, bah, alors, finalement, alors on va commencer, puis on va demander aux gens de l'Opéra de Paris». Finalement, c'est pas eux d'ailleurs qui ont j'ai fait: «Oh génial, génial!» et à l'intérieur, je me suis dit: «Merde, merde, merde, je n'ai rien fait» et comme j'habite pas très loin de la Ménagerie de Verre, qui est un endroit extraordinaire à Paris où il y a des cours pour les danseurs, de danse contemporaine, le lendemain, j'y suis allée, j'ai repris le cours, n'importe lequel
Et là, en 2 minutes, j'ai compris. Je me suis dit, mais c'est fantastique. C'est fantastique parce qu'on est 40. Et en fait, dans la vie, on n'a jamais l'occasion de danser à 40, à plein. Ou même en boîte de nuit, en fait, à moins de faire la danse des canards, on traverse pas l'espace à 40, quoi. On est sur place à 40 à danser les uns à côté des autres, mais dans un cours de danse, on traverse l'espace à 40. Enfin bon, c'est un truc. Et aussi, le truc qui est génial, c'est comme j'avais quand même un peu le niveau pour reprendre des cours professionnels, et depuis, j'ai continué, je prends aussi des cours de classique et tout ça. Bah, quand je suis dans le groupe qui fait, bon, je fais comme je peux, mais c'est chouette. Et quand je suis pas dans le groupe qui est en train de passer, je suis au spectacle, parce que je vois des danseurs déments. Et pour répondre à votre question sur la forme, il y a 1 an, quand j'ai repris, au bout de 3/4 d'heure, j'étais morte. Après le cours de 2 heures, je rentrais chez moi, j'avais l'impression que j'étais malade. Et maintenant, ça va. Maintenant, parce Donc que on peut j'ai reprendre continué une après. discipline comme Ouais. ça. C'est amusant, on a l'impression que vous allez vers la souffrance pour ensuite pouvoir prendre du plaisir. En général, dans la vie, Je sais pas, j'ai l'impression, dans la création en tout cas peut-être. peut-être qu'aussi, ouais, sûrement. Aussi, dans la souffrance, j'éprouve du plaisir. Ah oui, c'est ce que vous avez dit sur le track. Merci Jeanne Balibar. Bah, merci à vous. Merci d'être venu dans les Midis de Culture pour nous parler donc de cet album D'ici là tout l'été. Vous serez en concert ce samedi soir à la scène de la Ferme du Buisson, scène nationale à Noisy en Seine-et-Marne, puis en tournée à Brest, Lausanne et vous reviendrez ensuite à Paris. On va mettre toutes les dates sur le site de l'émission. On vous retrouvera aussi au cinéma donc en décembre dans le dernier film de Lajli, Bâtiment 5, et puis au printemps dans Laissez-moi, le film du réalisateur suisse Maxime Rapaz. Pour terminer l'émission, nous vous proposons, Jeanne Balibar, une musique. Vous pouvez choisir entre une chanson de Janis Joplin ou une interprétation de Maria Callas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bah, ça, c'est vachement vache. J'avoue. Allez, va pour la Calas. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, n'en parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Maria Callas dans Carmen. Merci beaucoup Jeanne Balibar d'être venue dans les Midis de Culture, une émission préparée par Alicette Wendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle à la réalisation. Ce midi, c'est Nicolas Berger et à la prise de son Raphaël Rousseau. À demain Géraldine. À demain, Nicolas.